Le 27 janvier 1945, à 11h42, le sergent-chef Robert Chen, accroupi derrière le poste de contrôle de tir central du B-29 Superfortress à Quar 52, observait le givre d'oxygène se répandre sur le plexiglas tandis que sa formation grimpait à 8500 mètres d'altitude au-dessus du Pacifique. Âgé de 22 ans, il avait à son actif 11 missions de combat au-dessus du Japon et aucune victoire confirmée. Le Japon avait dépêché au moins 40 chasseurs pour intercepter le bombardement matinal sur Tokyo. Chen était le plus jeune mitrailleur du 497e groupe de bombardement. Ses mains étaient fermement posées sur les commandes qui le reliaient à 4 tourelles télécommandées montées sur le fuselage du B-29. Chaque tourelle était équipée de 2 mitrailleuses de calibre .50. Il avait déjà tiré 2 fois au combat, au-dessus de Nagoya et une fois au-dessus des côtes japonaises. Il n'avait jamais vu un chasseur tomber. La 73e escadre de bombardement effectuait des missions depuis Seppan depuis novembre. Le schéma était toujours le même. Bombardement de précision à haute altitude, entre 8500 et 9000 mètres, par des températures de moins 50 degrés. Des vents de jet si violents que les bombardiers ne pouvaient compenser et des chasseurs japonais qui prenaient de l'altitude pour les intercepter systématiquement. À la mi-janvier, l'escadre avait perdu 31 B-29, abattus par les chasseurs et la DCA. Cela représentait 31 équipages, soit 340 hommes. Les pertes les plus lourdes eurent lieu le 14 janvier au-dessus de Nagoya, lorsque 5 Superfortress furent abattus en moins de 20 minutes. Les chars allemands Panther et Tiger avaient appris aux tankistes américains les limites du blindage. Les intercepteurs japonais apprenaient aux équipages de B-29 les limitations liées à l'altitude. Le Nakajima Ki-44 pouvait atteindre 8500 mètres en moins de 8 minutes. Le chasseur était surnommé Tojo par les officiers du renseignement américain et Shoki par les pilotes japonais. La traduction était « celui qui abat le diable ». Un nom bien choisi. Le Ki-44 était armé de 4 mitrailleuses de 12,7 mm ou de 2 canons de 20 mm. À haute altitude, où l'air était raréfié, et où les mitrailleurs défensifs du B-29 luttaient contre le gel des mécanismes et le manque d'oxygène, un seul chasseur pouvait effectuer plusieurs passages de tir en toute impunité. Pire encore étaient les attaques par éperonnage. À partir d'août 1944, les pilotes japonais commencèrent à percuter délibérément les B-29 après l'avoir épuisé leurs munitions. Il ne s'agissait pas de kamikazes, mais d'un calcul de la dernière chance. Un chasseur pour un bombardier était un ratio acceptable lorsque le bombardier coûtait $600 000 et transportait 11 hommes entraînés pendant 6 mois. Le 47e Centurion, basé à l'aérodrome de Narimazu près de Tokyo, disposait d'une unité spéciale de supériorité aérienne qui pratiquait cette tactique. Les services de renseignement américains estimaient que l'unité avait détruit au moins 3 B-29 par éperonnage et on avait endommagé cet autre au point de les rendre irréparables. Après des atterrissages forcés, un B-29 Square 52 transportait 6 tonnes de bombes à haut pouvoir explosif dans sa soute. La cible était le port de Tokyo. Les avions de reconnaissance météorologique avaient signalé un ciel dégagé au-dessus de la cible principale. Cela signifiait un bombardement à vue. Cela signifiait que la formation devait rester immobile pendant le largage des bombes. Cela signifiait que les chasseurs auraient le temps de se positionner pour des angles de tir parfaits. Chen avait été informé des probabilités ce matin-là à 4 heures. 62 B-29 participeraient à l'attaque. Les services de renseignement prévoyaient que 9 ne reviendraient pas. Si vous voulez savoir comment Chen et son équipage ont survécu à ce qui a suivi, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Retour à Chen. La formation a franchi la côte japonaise à 11h58. Les opérateurs radars sur Honshu les ont immédiatement repérés. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout Tokyo. À l'aérodrome de Narimazu, les pilotes ont sprinté vers les chasseurs qui étaient déjà en train de se réchauffer sur la piste. À midi pile, les premiers B-29 de la formation décollèrent et virèrent au sud-est en direction du flux de bombardiers qui approchait. 43 chasseurs. Un carré de B-29 s'apprêtait à affronter un nombre d'avions ennemis plus important que n'importe quel B-9 n'en avait jamais rencontré en une seule mission. Le premier chasseur apparut à 12 milliards. Chen le vit dans le viseur optique comme un point sombre s'élevant presque à la verticale à travers des nuages épars. Le point grossit, ses ailes devinrent visibles. Puis le capot moteur radial caractéristique d'un B-29 de la formation.
Le chasseur effectua un tonneau à 27 000 pieds et piqua vers l'élément de tête de la formation. 3 autres chasseurs suivirent. Chen fit pivoter sa tourelle supérieure avant pour suivre l'attaque en piqué. Le système de télécommande lui permettait de viser avec les mitrailleuses, montées à 15 pieds de sa position. Un ordinateur corrigeait la vitesse, l'altitude et le mouvement horizontal du B-29. La technologie était révolutionnaire. Elle était aussi capricieuse par moins 50 degrés Celsius. Le Ki-44 de tête ouvrit le feu à 800 mètres. Des balles traçantes sifflèrent vers la formation. Chen appuya sur son bouton de tir. La tourelle crépita. Des obus de calibre .50 fusèrent vers le chasseur à 850 mètres par seconde. Le Ki-44 effectua un virage serré à gauche et disparut sous la formation. Aucun impact. Le chasseur avait rompu le contact trop rapidement. À 12h07, la formation était pleinement engagée. Les chasseurs attaquaient de tous les côtés. La tactique standard consistait en un passage par le haut à 11h, en piquant à travers la formation à 640 km/h, puis en virant brusquement à gauche ou à droite pour éviter les tirs défensifs concentrés du B-29. Les chasseurs isolés attaquaient rarement à bout portant. Les attaques par éperonnage étaient différentes. Le commandant de bord de Chen appela un chasseur à 2h. Chen fit pivoter la tourelle supérieure. Un Ki-44 se positionnait pour une attaque au faisceau. Portée 700 mètres. Le nez du chasseur suivait un carré de 52 avec précision. Chen anticipa la cible et tira une rafale de 3 secondes. Les obus perforants incendiaires traversèrent la trajectoire du chasseur. Le moteur du Ki-44 explosa. Une épaisse fumée noire s'échappa du capot. Le chasseur se retourna et s'écrasa, laissant une traînée de feu. Première victoire confirmée. Chen ne célébra pas. 2 autres chasseurs se mettaient déjà en position d'attaque. Le mitrailleur du fuselage droit du B-29 engagea l'un d'eux avec ses 2 mitrailleuses de 50. Le mitrailleur de queue signala un chasseur approchant par le bas à 6h. Le système de conduite de tir central permit à Chen d'asservir la tourelle F inférieure à son champ de vision. Il suivit la cible, tira, mais manqua sa cible. Le mitrailleur de queue prit le relais et cribla le Ki-44 de tir le long de son aile. Le chasseur trembla. Des morceaux de revêtement en aluminium se détachèrent. L'avion partit en vrille. Deuxième victoire attribuée à un carré 52. La formation atteignit le point de départ du bombardement à 12h19. C'était le moment de vulnérabilité maximale. Les bombardiers voleraient en palier pendant 6 minutes, le temps que les pilotes synchronisent leur stabilisateur Nordon. Tout changement de cap était interdit. Toute manœuvre d'évitement était impossible. Les chasseurs le savaient. 14 Ki-44 se formèrent à 900 mètres au-dessus du flot de bombardiers. Ils firent 2 orbites, se positionnant pour des attaques coordonnées qui submergeraient les tirs défensifs des B-29. À 12h21, ils arrivèrent. Chen les compta dans son viseur. 1, 2, 3, 4 chasseurs plongeant par paire de 10 heures. Et 2 heures simultanément. Tactique classique. Les mitrailleurs de la formation devraient diviser leurs tirs. Chaque B-29 affronterait plusieurs assaillants avec une couverture défensive dégradée. La première paire ouvrit le feu à 1000 yards. Chen engagea le chasseur de tête. Ses tirs traçants convergèrent avec ceux de 2 autres B-29 de la formation. Le Ki-44 fonça droit dans le déluge de feu. Sa verrière se brisa. Le chasseur effectua un tonneau sur la droite et percuta ses ailiers. Les 2 appareils se désintégrèrent. 3e et 4e victoire. Mais la seconde paire d'attaquants avait profité du chaos pour se couvrir. 2 Ki-44 étaient maintenant à moins de 500 yards et se rapprochaient rapidement. Leurs canons faisaient feu. Chen pouvait voir les lueurs des tirs. Il balaya la zone pour suivre le chasseur le plus proche. Le Ki-44 ne rompait pas le contact. Il ne tentait pas de manœuvre d'évitement. Le pilote s'était engagé dans une attaque par éperonnage. Impact dans 4 secondes. Chen continua de tirer. La tourelle avant supérieure cracha des obus sur le capot moteur du Ki-44. Des impacts étincelaient sur le nez du chasseur. La distance se réduisit à 300 yards. 200, le chasseur laissait une traînée de fumée, mais continuait d'accélérer. À 100 mètres, le Ki-44 percuta le moteur numéro 3 d'un Square 52. À 12h22, l'impact résonna comme un marteau d'acier frappant une chaudière de locomotive. L'hélice du chasseur déchira le capot moteur. Un crissement métallique retentit. Le B-29 vira violemment à droite.
tandis que l'hélice numéro 3 se détachait et tournoyait dans le vide. L'aile du chasseur se brisa. Le fuselage pivota sur l'arrière du B-29 et disparut. Des morceaux d'aluminium et d'acier s'abattirent sur les tourelles. Chen sentit l'avion trembler. Des voyants d'alerte s'allumèrent sur le tableau de bord des mécaniciens de bord. Incendie moteur numéro 3. Perte de pression d'huile moteur numéro 4. Le commandant de bord coupa les deux moteurs de droite et activa le système d'extinction d'incendie. Un Square 52 volait désormais avec deux moteurs. Le bombardier quitta la formation, perdant de l'altitude à raison de 90 mètres par minute. Seul, endommagé, cible parfaite .3 K-44 clés rompirent leur trajectoire d'attaque et plongèrent sur le B-29 endommagé. Ils bénéficiaient d'un avantage d'altitude. Ils avaient l'avantage de vitesse. La doctrine standard exigeait d'éliminer rapidement les bombardiers endommagés avant qu'ils ne puissent larguer leurs bombes et retrouver leur maniabilité. Chen fit pivoter la tourelle supérieure pour intercepter le premier attaquant. Le chasseur plongeait depuis une altitude de 1 heure distance. 1000 yards, il se rapprochait. Chen attendit. L'ordinateur de ciblage avait besoin de 3 secondes pour calculer une solution de tir sur une cible en mouvement. Il se força à retenir son feu. 800 yards. Le nez du K-44 s'illumina sous les tirs de canon. Des obus percèrent l'aile gauche d'un Square 52. Du liquide hydraulique jaillit des conduites sectionnées. 600 yards. Chen tira. Une rafale de 4 secondes. Les traçantes firent mouche. La verrière du K-44 explosa. Le chasseur roula sur la gauche et s'écrasa, laissant derrière lui des débris. 5e victoire. Le 2e chasseur attaqua à l'altitude de 5 heures. Le mitrailleur de queue ouvrit le feu le premier. Ses mitrailleuses jumelées de 50 mm tonnèrent pendant 6 secondes. Le K-44 traversa la gerbe de balles traçant sans dommage apparent. Il se rapprocha à 400 mètres. Les mitrailleuses du mitrailleur de queue se turent. Munitions épuisées. Chen asservit la tourelle arrière inférieure à ses commandes. La tringlerie mécanique était lente. La pression hydraulique chutait dans tous les systèmes. Il suivit le chasseur manuellement, anticipa la trajectoire de la cible et tira une rafale de 2 coups. Les obus atteignirent l'aile gauche du K-44. L'aile se replia vers le haut. Rupture structurelle. Le chasseur fit des tonneaux et se brisa à 3658 mètres d'altitude. 6e victoire. Mais le 3e attaquant avait utilisé l'engagement comme diversion. Un K-44 se trouvait maintenant à 3 heures du sol, à 300 mètres. Elle à l'horizontale, le nez pointé directement vers le cockpit d'un K-52. Les canons du chasseur restèrent muets. Le pilote avait épuisé ses munitions. Seconde attaque par éperonnage. Le mitrailleur de la tourelle supérieure droite ouvrit le feu. Des étincelles jaillirent du moteur du K-44. Le chasseur ne dévia pas. Chen fit pivoter la tourelle supérieure brusquement vers la droite. Les butées mécaniques hurlèrent. Il tira. Les balles traçantes manquèrent leur cible. Il surcorrigea. Il tira à nouveau. Des impacts criblèrent le fuselage du chasseur. Le K-44 trembla mais maintint son cap. Distance, 100 yards. 50 yards. Le chasseur toucha le moteur numéro 1 d'un B-52. L'hélice se désintégra. Des éclats d'obus déchirèrent l'aile. Le réservoir de carburant numéro 1 se rompit. De l'essence aviation fut projetée dans le sillage. Le fuselage du K-44 se brisa en deux. La section arrière bascula sur le pont d'envol du B-29. Le moteur et le cockpit ont percuté l'aile gauche, y déchirant un trou de 1,80 mètres dans le bord d'attaque. Un Square 52 n'avait plus qu'un seul moteur fonctionnel. Deuxièmement, l'appareil chutait à 5500 mètres d'altitude, point la vitesse de l'avion chutait sous les 257 km/h. L'aile fuyait du carburant. Le système hydraulique était défaillant. 12 chasseurs japonais supplémentaires se regroupaient pour une 3e vague d'attaque. Les mains de Chen étaient engourdies. La température à l'intérieur du poste de tir non pressurisé était descendue à -62 degrés Celsius. Son masque à oxygène avait gelé sur son visage. Des cristaux de glace recouvraient le viseur optique. Il les gratta avec son pouce ganté et suivit les chasseurs qui approchaient. Les 12 Ki-44 s'étaient divisés en 3 groupes de 4. Tactique classique de meute de loup. Un groupe se déroberait en altitude, un autre attaquerait à basse altitude. Le 3e exploiterait la première brèche défensive qui se présenterait. La tactique fonctionnait contre les B-29 en bon état, avec des équipages complets et des systèmes fonctionnels.
Contre un bombardier endommagé, avec un système hydraulique défaillant et une couverture de tir partiel, c'était une exécution. Un Ki-52 carré tomba à 4877 mètres d'altitude. Le seul moteur en état de marche ne pouvait pas maintenir l'altitude, l'aile endommagée créant une traînée énorme. Le commandant de bord ordonna le largage de tout le matériel non essentiel. Boîtes de munitions, trousses à outils, matériel de survie. Chaque kilo comptait. Le premier groupe de 4 chasseurs décolla à midi. Chen engagea l'avion de tête à 820 mètres. La tourelle supérieure réagit lentement. La pression hydraulique était tombée à 30%. Il tira malgré tout. Le recul secoua toute la tourelle. Des balles traçantes sifflèrent vers le chasseur en piqué. Le Ki-44 vira à droite. Chen suivit la cible et tira de nouveau. La seconde rafale atteignit l'aile gauche du chasseur. La toile se déchira. Des éléments de la structure devinrent visibles. L'aile se replia. Le chasseur effectua un tonneau et s'écrasa. 7e victoire. Les 3 chasseurs restant dans la formation intensifièrent leur attaque. Ils ouvrirent le feu simultanément à 550 mètres. Les obus de canon et les balles de mitrailleuse convergèrent sur un carré de 52 pouces depuis 3 angles différents. Le compartiment du bombardier fut touché à plusieurs reprises. Le plexiglas vola en éclats. Un souffle glacial s'engouffra dans le fuselage. Le bombardier fut tué sur le coup par un obus explosif de 20 mm. Chen ignora les impacts. Il orienta la tourelle pour suivre le deuxième chasseur. L'ordinateur de ciblage était hors service. Une panne hydraulique avait désactivé le système de compensation automatique. Il visa manuellement, suivant la trajectoire de la cible grâce à son instinct et à l'expérience acquise lors de 11 missions précédentes. Feu. La rafale toucha bas. Des étincelles jaillirent du ventre du chasseur. Le Ki-44 vira brusquement à gauche et prit de l'altitude, en laissant une traînée de fumée. Destruction probable. Chen passa au 3e chasseur. Celui-ci était plus proche. À 400 mètres, il piquait presque à la verticale. Chen tira une rafale de 6 secondes. Les canons surchauffaient malgré les températures négatives. Des traînées traçantes sillonnaient le ciel. Le Ki-44 les traversa. Des impacts criblèrent le capot moteur. L'hélice s'arrêta. Elle tourna en rond. Le nez du chasseur piqua. Il passa à 320 km/h au-dessus de l'aile gauche d'un Square 52 et disparaissa dans les nuages. 8e victoire confirmée. Le 4e chasseur du groupe avait profité du chaos pour se positionner, en vue d'une attaque en faisceau. Il arriva par le niveau 9 heures. Distance 457 mètres. Le mitrailleur du fuselage gauche engagea le combat avec ses 2 mitrailleuses de calibre .50. Le chasseur fit une embardée, se rapprocha à 274 mètres et tira une longue rafale de son canon. Les obus traversèrent le stabilisateur horizontal gauche d'un Square 52. Les câbles de commande cassèrent. L'avion se mit à lasser violemment. La gouverne de direction se bloqua brusquement à gauche. Le commandant de bord lutta contre les commandes, actionna l'aileron droit et réduisit la puissance du seul moteur fonctionnel pour stopper le lacet. Chen suivit le chasseur attaquant alors qu'il passait sous le fuselage et asservit la tourelle inférieure. La tringlerie mécanique se bloqua et broutilla. La tourelle pivota de 15 degrés puis s'arrêta. Panne hydraulique. Le mitrailleur de queue tira. Ses canons étaient encore fonctionnels à commande mécanique. Aucun système hydraulique n'était nécessaire. Il tira une rafale de 4 coups alors que le Ki-44 redressait. Après sa course d'attaque, les obus touchèrent la queue du chasseur. La gouverne de direction se détacha. Le Ki-44 partit en vrille à plein incontrôlé. 9e victoire créditée à l'équipage de l'Aqua 52. La deuxième vague de 4 chasseurs était déjà en approche. Attaque par le haut à partir de 2 heures. Un Square 52 était à 4267 mètres, 14 000 pieds. Et en descente, vitesse de 225 km/h, 140 000 par heure, vitesse critique. Le bombardier approchait de la vitesse de décrochage. Un moteur ne pouvait pas générer suffisamment de poussée pour maintenir un vol contrôlé avec elle, diesel endommagé et la gouverne de direction bloquée. Chen avait encore 15 obus dans la bande de munitions des tourelles supérieures. Les tourelles inférieures étaient hors service. Les positions de mitrailleuses étaient à court de munitions. Le mitrailleur de queue avait encore peut-être 60 obus. 4 combattants se rapprochent rapidement, les 4 K-44 principaux se séparèrent en 2 paires.
L'expérience du combat avait appris aux pilotes japonais que les B-29 endommagés conservaient une puissance de feu défensive redoutable. Les attaques coordonnées, menées sous plusieurs angles, restaient l'approche la plus sûre. La première paire piqua à 2 heures, à haute altitude. La seconde paire se positionna pour une attaque de suivi à 4 heures, à l'horizontale. Chen suivit le chasseur de tête de la première paire. Distance 800 yards. La tourelle supérieure répondait à ses commandes, mais les mouvements étaient saccadés. Du liquide hydraulique fuyait de conduite rompue dans tout l'appareil. Il attendit d'être à 700 yards, centra la cible, tira ses 15 munitions restantes en une seule rafale soutenue. Les balles traçantes convergèrent vers le moteur du K-44. Des impacts crépitèrent sur le capot. L'hélice se désintégra. Des morceaux de métal furent projetés. Le moteur serra. De la fumée s'échappa du chasseur qui se retourna et s'écrasa au sol. 10e victoire. Les canons de la tourelle supérieure crépitèrent, vides. La position défensive principale de Chen était désormais inutilisable. Il se précipita par le tunnel de liaison vers la section arrière non pressurisée. Le mitrailleur de la tourelle de droite avait reçu des éclats d'obus dans l'épaule et ne pouvait plus utiliser ses armes. Chen prit position. Le second chasseur de la première paire était déjà en piqué. Portée 600 mètres. Chen empoigna les commandes manuelles des deux mitrailleuses de calibre 50. Aucune assistance informatique, aucun système hydraulique. Seule la force physique était nécessaire pour orienter les armes et maintenir la visée. Le K-44 ouvrit le feu à 400 mètres. Les obus percèrent l'aile droite d'un Square 52. Chen suivit la cible et pressa la détente. Le recul lui martela les épaules. Les douilles vides tombèrent dans le sac de récupération. L'explosion atteignit le cockpit du chasseur. La verrière se brisa. Le K-44 fit un tonneau sur la gauche et tomba en tournoyant. 11e victoire. Mais la seconde paire de chasseurs était déjà engagée dans son attaque. Ils arrivèrent à l'altitude de 4 heures, à 300 mètres de distance, tirant à mesure qu'ils se rapprochaient. L'un visa le poste de pilotage. L'autre prit pour cible l'aile où se trouvaient les réservoirs de carburant. Le mitrailleur de queue engagea le chasseur poursuivant. Ses munitions restantes furent épuisées en une rafale de 5 secondes. Des balles traçantes traversèrent. Le nez du K-44. Le pare-brise du chasseur explosa. L'appareil cabra brusquement et interrompit l'attaque. La 12e victoire fut confirmée lorsque le chasseur fut observé en chute libre à travers les nuages à 11 000 pieds. Sans pilote visible. Le chasseur de tête de la paire poursuivit son attaque. Chen pivota. Ses mitrailleuses, mais l'angle était mauvais. La position en amphibie ne lui permettait pas d'avancer suffisamment pour engager des cibles à 4 heures. Oh! Il était aveugle à la menace. Le mitrailleur de la amphibie gauche tira. Sa position offrait une meilleure couverture vers l'avant. Il tira ses 30 dernières cartouches. L'explosion a touché l'aile gauche du K-44. Du carburant a giclé. Des réservoirs percés. Le chasseur a brusquement viré à droite pour se dégager. L'aile endommagée n'a pas résisté à la contrainte. Rupture structurelle au niveau du longeron. L'aile s'est détachée. Le chasseur a fait des tonneaux. 13e victoire. Un carré avait maintenant abattu 13 chasseurs japonais. Un avion, un équipage. 13 victoires confirmées, mais le nombre importait peu à Chen. Le B-29 était à 3658 mètres d'altitude et continuait sa descente. Le gouvernail bloqué rendait le pilotage contrôlé presque impossible. L'aile endommagée perdait de son intégrité structurelle et la troisième vague de 4 chasseurs approchait. C'étaient les derniers assaillants. Les pilotes de chasse japonais opéraient avec des limitations de carburant strictes. Le rayon d'action du K-44 était d'environ 200 mètres à puissance de combat. Les chasseurs étaient en vol depuis 40 minutes. Il leur restait peut-être 10 minutes de carburant, avant de devoir rompre le cap et retourner à Narimazu. 10 minutes suffisaient. Les 4 principaux 44 se formaient en ligne de formation arrière. Ni attaque en piqué, ni passage à ras du sol. Ils se positionnaient pour des attaques par éperonnage successives. 4 chasseurs, 4 collisions délibérées. Les pilotes japonais avaient calculé que même si un seul réussissait, un Square 52 ne survivrait pas. Chen les observait à travers le petit hublot du cockpit. Les chasseurs étaient à 4267 mètres d'altitude, à 3,2 km derrière le bombardier, à vitesse et altitude identiques, se préparant pour leur ultime passage. Ils n'avaient plus de munitions.
Le mitrailleur arrière n'avait plus de munitions. Les tourelles supérieures étaient hors service. Les tourelles inférieures étaient hors service. L'armement défensif d'un Square 52 était épuisé. 4 chasseurs, 0 balles, à 3658 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Le KI-44 de tête de la formation d'éperonage accéléra. Distance, 1 mile. Le chasseur piquait légèrement pour prendre de la vitesse. La doctrine standard d'éperonage exigeait une vitesse d'impact d'au moins 300 000 par heure pour garantir la destruction de la structure de la cible. Des collisions plus lentes permettaient parfois aux bombardiers de survivre, endommagés. Chen s'appuya contre le cadre du hublot. Il ne pouvait rien faire. Pas d'armes, pas de munitions, aucune autre option. Le commandant de bord tentait des manœuvres d'évitement, mais le gouvernail bloqué limitait son contrôle. Le B-29 pouvait s'incliner légèrement à gauche ou à droite. Il ne pouvait pas effectuer les virages brusques susceptibles de perturber la visée d'un chasseur. Le KI-44 s'approcha à environ 800 mètres. Chen pouvait désormais distinguer les détails. Le camouflage vert foncé du chasseur, le cercle rouge et non sur le fuselage, le cône d'hélice peint en jaune pour l'identifier comme appartenant au 47e centième. Le nez du chasseur était aligné sur la dérive d'un B-52. Impact dans 15 secondes. Le moteur du KI-44 commença à cracher une fumée noire, non pas à cause de dégâts de combat d'un B-52, mais à cause d'une panne mécanique. Les moteurs radio Nakajima HA-109 étaient capricieux à haute puissance. Une puissance de combat maximale maintenue pendant des périodes prolongées entraînait une surchauffe des culasses, dépassant les limites de conception. Le grippage était fréquent. L'hélice du chasseur cessa de tourner. Le moteur était complètement hors service. Sans pousser, le Ki-44 ne pouvait maintenir sa trajectoire d'interception. Il commença à perdre de la vitesse et de l'altitude. Le pilote tenta de redémarrer le moteur. Sans succès. Le chasseur tomba sous la queue d'un Square 52. Son attaque par éperonage fut interrompue par une panne mécanique plutôt que par des tirs défensifs. 14e. Victoire attribuée à un Square 52. Aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun mitrailleur n'a revendiqué la victoire. Mais le chasseur fut déclaré perdu au combat en raison des dommages subis par un moteur déjà fortement sollicité. Les officiers du renseignement confirmèrent plus tard que le Ki-44 s'était abîmé dans le Pacifique à 29 km à l'est de Tokyo. Le pilote ne survécut pas. 14 victoires confirmées, un B-29, une mission. Le plus haut total de victoires en une seule mission pour un bombardier dans le théâtre du Pacifique. Les 3 chasseurs restant interrompirent leurs attaques par éperonage. Leur niveau de carburant était critique. Ils viraient au nord-ouest vers Nadimazu et prirent de l'altitude. L'engagement était terminé. Un Square 52 avait survécu. Mais survivre à 3658 mètres d'altitude au-dessus d'un territoire hostile avec un seul moteur était différent de survivre au niveau de la mer à ses pans. Chen remonta par le tunnel de liaison pour évaluer les dégâts avec le mécanicien de bord. La liste était catastrophique. Moteur numéro 1, détruit par une attaque par éperonage. Moteur numéro 3 détruit par une attaque par éperonage. Moteur numéro 4 arrêté en raison d'une panne de pression d'huile. Moteur numéro 2 fonctionnant, mais avec des températures de culasse élevées. Aile gauche. Dommages structurels. Fuite de carburant sur l'aile droite. Système hydraulique à 15% de sa capacité. Gouvernail. Bloqué. Bombardier mort. Mitrailleur de tourelle arrière droite grièvement blessé. Radio-compas. Endommagé. Un radeau de sauvetage détruit par un tir de canon de chasseur. La distance jusqu'à Sepang était de 2434 km. Le temps de vol à la vitesse actuelle serait d'environ 11 heures. Le carburant restant était estimé à 9 heures maximum si le moteur numéro 2 continuait de fonctionner sans panne. Les chiffres ne convenaient pas. Le mécanicien de bord proposa une solution. Redémarrer le moteur numéro 4. Le moteur avait été arrêté en raison d'une faible pression d'huile après la première attaque par éperonage. Il n'était pas détruit, ni endommagé au-delà de sa capacité de fonctionnement, juste un arrêt de précaution. Faire tourner le moteur sans huile suffisante l'aurait détruit en 30 minutes, mais 30 minutes de poussée supplémentaire pourraient fournir une vitesse suffisante pour réduire la consommation totale de carburant et augmenter l'autonomie. Le commandant de bord a approuvé le redémarrage. Le moteur numéro 4 a toussé. S'est remis à tourner irrégulièrement, mais a produit de la poussée. Un Square 52 a accéléré jusqu'à 274 km/h.
Toujours bien en dessous de la vitesse de croisière normale, mais suffisant pour ralentir le taux de descente. Le bombardier s'est stabilisé à 3048 mètres. La formation avait continué vers Tokyo sans lui. La mission était accomplie. Les bombes avaient été larguées. D'autres B-29 faisaient déjà route vers le sud pour le vol de retour vers Sepang. Un Square 52 était seul au-dessus du Pacifique avec 2 moteurs endommagés, des systèmes défaillants et un niveau de carburant insuffisant. Chen a déplacé le mitrailleur blessé dans une position plus confortable et a appliqué des bandages compressifs sur les blessures par éclat d'obus. Les comprimés de morphine de la trousse de premier secours étaient complètement gelés. Il était impossible de soulager la douleur. Le mitrailleur restait conscient mais perdait beaucoup de sang. 11 heures de vol jusqu'à Sepang, s'ils y parvenaient. Le moteur numéro 4 tomba en panne à 14h20, exactement 28 minutes après le redémarrage. Les culasses avaient surchauffé au-delà des limites de tolérance. Les composants internes se sont grippés. L'hélice tourna en rond pendant 6 secondes, puis s'arrêta complètement. Le commandant de bord mit l'hélice en drapeau pour réduire la traînée et couper l'alimentation en carburant. Un Square 52 se retrouvait avec un seul moteur, point l'altitude commença à chuter immédiatement. 10 000 pieds, 9 500, 9 000. Le seul moteur radial Curtiss Wright en position numéro 2 était désormais le seul responsable du maintien en vol des 32 tonnes de bombardier endommagés. Le navigateur calcula une nouvelle estimation de carburant. 7 heures de vol restantes. La distance jusqu'à Sepang était toujours de 900 m. Les calculs restaient impossibles. Le mécanicien de bord proposa de larguer les réservoirs de carburant Bombay. Ces réservoirs auxiliaires avaient été installés pour augmenter l'autonomie du B-29 lors des longues missions au-dessus du Japon. Ils étaient maintenant vides, mais contenaient encore le poids de leur structure. Environ 180 kg de poids mort inutile. Les réservoirs furent largués à 14h45. Le B-29 prit légèrement de l'altitude, regagnant 30 mètres d'altitude. Le calcul de la consommation de carburant s'améliora de 6 minutes. Toujours pas assez. Chin resta à droite, position de tir avec le mitrailleur blessé. Les saignements dus aux éclats d'obus avaient cessé, mais l'homme était en état de choc. Sa température corporelle chutait dans le fuselage non pressurisé. Chin retira la doublure chauffante de sa combinaison de vol et l'enroula autour du mitrailleur. Les éléments chauffants électriques de la doublure fonctionnaient encore, alimentés par batterie, indépendamment des systèmes défaillants de l'appareil. À 15 heures, le navigateur identifia une solution potentielle. Ewima. L'île se trouvait à 1030 km de leur position actuelle. Les forces marines n'avaient pas encore envahi l'île. Elle était toujours tenue par les forces japonaises, mais des sous-marins américains faisaient parfois surface près d'Ewima pour secourir les équipages de B-29 abattus. Si l'Aquar 52 parvenait à atteindre les eaux proches d'Ewima et à amérir avec succès, un sous-marin pourrait les récupérer. Le commandant de bord rejeta le plan. Amérir un B-29 en pleine mer offrait un taux de survie d'environ 40%. Amérir un B-29 avec des dommages structurels aux 2 ailes et une gouverne de direction bloquée serait bien pire. Le bombardier se briserait probablement. À l'impact, même si l'équipage survivait à l'amérissage forcé, il se retrouverait dans l'eau, en zone de combat, avec un équipement de survie limité. La décision fut prise de poursuivre vers Sepang. À 16 heures, l'Aquar 52 franchit la ligne de changement de date. Le navigateur marqua leur position, 700 mètres de Sepang. Il restait du carburant pour 5 heures et 40 minutes de vol. L'écart se réduisait, mais il était toujours probable que le carburant tombe en panne sèche avant d'atteindre l'île. Le mécanicien de bord commença à couper les systèmes électriques non essentiels, feu de navigation, instruments de bord, éléments chauffants, éclairage intérieur. Chaque système nécessitait l'énergie de générateurs entraînés par le moteur en fonctionnement. Une charge électrique réduite signifiait moins de résistance sur le moteur. Moins de résistance signifiait une meilleure économie de carburant. La température à l'intérieur de l'appareil chuta à moins 40 degrés Celsius. À 17h30, la formation de B-29 qui avait achevé sa mission sur Tokyo passa au-dessus de leur tête. Ils volaient à 5500 mètres d'altitude en formation serrée. Tous les moteurs fonctionnaient normalement. Ils atteignaient 435 km/h. Ils devaient atteindre Sepang en environ 4 heures. Un Square 52 filait à 257 km/h à 2440 mètres d'altitude. Le temps estimé pour atteindre Sepang était de 7 heures. L'épuisement du carburant était prévu dans
4 heures et 50 minutes. Le mitrailleur de droite perdit connaissance à 18 heures. Sa respiration était superficielle. Son pouls était faible. Chin le surveillait en permanence, mais ne disposait d'aucun matériel médical, hormis les cigarettes de morphine congelées et les bandages compressifs déjà appliqués. À 18h45, le moteur numéro 2 commença à tourner irrégulièrement. La température de la culasse montait dans la zone rouge, point et la pression d'huile fluctuait. Le moteur fonctionnait à pleine puissance continue depuis près de 7 heures. Les moteurs radio Curtiss-Wright R3350 étaient conçus pour un fonctionnement à pleine puissance continue pendant 4 heures maximum dans des conditions normales. Or, ces conditions n'étaient pas normales. Le mécanicien de bord a légèrement réduit la puissance pour préserver le moteur. La vitesse de l'avion a chuté à 240 km/h. La consommation de carburant s'est améliorée, mais le temps restant jusqu'à destination a augmenté. À 19 heures, le navigateur a calculé qu'il se trouvait à 640 km de ses pans. Le carburant restant était estimé à 3 heures et 20 minutes. Le calcul n'était toujours pas concluant, mais l'écart se réduisait. À 20 heures, le mitrailleur de la tourelle arrière droite a cessé de respirer. Chen a tenté une réanimation. Le froid glacial rendait les compressions thoraciques presque impossibles à cause de l'épaisse combinaison de vol. Après 4 minutes, le mécanicien de bord a constaté le décès. Le corps du mitrailleur a été laissé sur place. Le déplacer était inutile et consommait l'énergie dont l'équipage avait besoin pour survivre. Le moteur numéro 2 a continué de fonctionner. La température de la culasse est restée dans la zone rouge, mais le moteur n'a pas serré. La pression d'huile a fluctué entre 40 et 60 livres par pouce carré. La pression minimale acceptable était de 50. Le moteur fonctionnait à la limite de la panne catastrophique. À 2100 heures, le navigateur a aperçu des feux de navigation. Un destroyer de la marine était visible à 20 milles à l'est, effectuant une patrouille au sud d'Ewama. Le destroyer ne pouvait pas leur porter assistance. Il ne pouvait pas s'approcher d'un avion en vol. Il ne pouvait pas fournir de carburant, mais sa position a confirmé l'exactitude des calculs du navigateur. À 21h45, les jauges de carburant indiquaient 30 minutes d'autonomie restante. La distance jusqu'à Sepang était de 120 milles. Le temps de vol jusqu'à destination à la vitesse actuelle était de 48 minutes. L'écart n'était pas suffisamment réduit. Le mécanicien de bord a transféré tout le carburant restant des réservoirs d'aile vers le réservoir dédié du moteur numéro 2. Pompe à carburant, vanne de transfert, système d'urgence. Chaque goutte de carburant aviation de l'appareil était acheminée vers le seul moteur fonctionnel. À 22 heures, un signal d'approche Square 52 était donné à 60 000 de Sepang. Les jauges de carburant indiquaient 15 minutes d'autonomie. Le navigateur pouvait apercevoir les feux de piste d'Elef Fields à l'extrémité sud de l'île. Distance 8 000. Le bombardier était à 4 000 pieds et en descente. Le moteur numéro 2 toussa. Panne de carburant. Le moteur redémarra. Il tourna régulièrement pendant 20 secondes. Il toussa de nouveau. L'hélice tourna dans tous les sens. Le moteur redémarra. La puissance fluctua. À 3 000 de la piste, à 2000 pieds d'altitude, la tour d'Elef Field autorisa un signal d'approche Square 52 pour un atterrissage d'urgence. Les équipes de secours étaient prêtes. Des ambulances étaient positionnées le long de la piste. Le train d'atterrissage ne se déployait pas. Panne du système hydraulique. Le mécanicien de bord tenta un déploiement manuel à l'aide de la manivelle d'urgence. Le train avant se déploya. Le train principal gauche se déploya. Le train d'atterrissage principal droit resta rentré, endommagé lors des attaques de chasseurs. À 1 mille de la piste, à 300 mètres d'altitude, le moteur numéro 2 s'arrêta. Complètement. Panne de carburant. L'hélice s'immobilisa. Un Square 52 se transforma en planeur. 32 tonnes d'aluminium et d'acier, sans moteur et avec un train d'atterrissage asymétrique. Le commandant de bord visa la piste. Vitesse de 210 km/h. Taux de descente de 240 mètres par minute. Trop rapide. Pente trop raide. Le B-29 franchit le seuil de piste à 90 mètres d'altitude. Encore trop haut. Le bombardier toucha le sol à mi-piste à 177 km/h. Le train d'atterrissage principal gauche s'affaissa immédiatement. L'avion vira à gauche. L'aile gauche heurta la piste. Le métal craqua.
des étincelles jaillirent. Un Square 52 dérapa sur 450 mètres et s'immobilisa dans la terre au bord de la piste. Tous les membres d'équipage survivants évacuèrent par la trappe d'évacuation arrière. 10 hommes, le bombardier et le mitrailleur de la tourelle arrière droite, n'ont pas survécu. L'appareil a été déclaré perte totale. Les dégâts structurels étaient trop importants pour être réparés. Un Square 52 avait parcouru 2435 km avec un seul moteur, avait abattu 14 chasseurs japonais en une seule mission, avait survécu à 2 abordages et avait ramené 10 hommes chez eux. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touché, faites-nous une faveur. Cliquez sur « J'aime ». Chaque « J'aime » indique à YouTube de diffuser cette histoire à un public plus large. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des histoires oubliées dans des archives poussiéreuses. Des histoires de mitrailleurs et d'équipage qui ont combattu avec des mitrailleuses de calibre .50 et une détermination sans faille. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous d'où vous nous regardez. Êtes-vous aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie? Notre communauté est présente dans le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous contribuez à perpétuer ces mémoires. Dites-nous où vous vous trouvez. Dites-nous si un membre de votre famille est servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de nous suivre et merci de veiller à ce que Shen et l'équipage d'Aqua 52 ne tombent pas dans l'oubli. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous y contribuez.